À son zénith, l'Empire romain s'étendait comme une mer de puissance, couvrant des territoires aussi contrastés que les landes brumeuses de Bretagne, les forêts sombres de Germanie, les cités sacrées du Proche-Orient et les étendues arides du Maghreb. Chaque région conquise portait les cicatrices d'une avancée méthodique, bâtie sur des siècles de discipline militaire, de tactiques implacables et de pertes humaines colossales. Mais Rome ne s'est pas contentée d'imposer sa loi, elle a su adapter son art de la guerre aux réalités du terrain. Ses armes, loin d'être figées, ont évolué selon les besoins du combat, les exigences du climat, et parfois même les innovations de ses adversaires. Certaines furent modifiées, d'autres adoptées par les peuples conquis, preuve de leur ingéniosité et de leur efficacité. Dans cet épisode de Rome décrypté, nous vous invitons à plonger dans l'univers fascinant de l'armement romain. Là où chaque glaive, chaque pilum, chaque cuirasse raconte une histoire de conquête, d'adaptation et de domination. Utilisé sans interruption du IIIe siècle avant notre ère jusqu'à la fin du IIIe siècle après Jésus-Christ, le gladius fut bien plus qu'une simple arme. Il était le prolongement du corps et de la volonté du soldat romain. À l'image des armes modernes devenues inséparables de leur porteur, le légionnaire vivait littéralement avec son glaive. Il marchait, mangeait, s'entraînait et tombait au combat avec cette lame à ses côtés. Inspiré des épées utilisées par les Celtibères durant les guerres puniques, le gladius hispaniensis, ou glaive hispanique, fut adopté, perfectionné et décliné par Rome en plusieurs variantes redoutables. Conçu pour l'efficacité dans les mêlées rapprochées, il pesait entre 700 et 900 grammes, ce qui le rendait maniable, rapide et mortel dans les combats de ligne. Trois grandes versions du gladius ont marqué l'histoire militaire romaine, le type Maïns, le type Pompei et le type Spata. Chacune possédait ses propres caractéristiques, adaptées aux besoins tactiques de l'époque. Le type Maïns, nommé d'après une découverte près de Mayence en Allemagne, dominait au 1er siècle. Sa lame, longue de 40 à 55 cm, se distinguait par une pointe effilée et agressive, idéale pour transpercer les protections ennemies. Le type Pompei, plus épuré et rectiligne, prit le relais plus tard dans le siècle. C'est cette version que l'on associe souvent à l'imaginaire romain, gladiateur, centurion et figure mythique comme Spartacus. Enfin, le Spata, plus long, fut progressivement adopté par la cavalerie et les troupes auxiliaires, annonçant les évolutions du glaive dans l'Antiquité tardive. Le manche du gladius, souvent sculpté dans le bois, l'os ou l'ivoire, pouvait être richement orné. Des motifs comme des têtes stylisées ou des feuilles gravées témoignaient du rang ou de la bravoure du soldat. Ce n'était pas qu'un outil de guerre, c'était un symbole de statut, de loyauté et de puissance. Parmi les armes les plus emblématiques de Rome, le gladius et le pilum formaient un tandem redoutable, symbole de la rigueur tactique et de l'adaptabilité militaire de l'Empire. Le gladius Pompei, plus court et plus rectiligne que le type Maïns, mesurait généralement entre 40 et 50 cm. Sa lame au bord parallèle et à la pointe triangulaire permettait des frappes rapides, précises et répétées, idéales pour les combats en formation serrée. Le Spata, plus long, entre 60 et 76 cm, fut introduit pour répondre aux besoins de la cavalerie et des troupes auxiliaires. Sa portée étendue offrait un avantage décisif lors des assauts à cheval, notamment contre l'infanterie ennemie. Forgés par des gladiarii, des forgerons militaires rattachés aux légions, ces glaives étaient conçus à partir d'acier à haute ou basse teneur en carbone, selon les ressources disponibles, et souvent ornés de manches en bois, ivoire ou eau, parfois finement sculptés pour indiquer le rang ou les exploits du soldat. À distance, le pilum complétait cet arsenal avec une efficacité brutale. Cette javeline lourde, longue de 2 à 3 mètres et pesant entre 1 et 2 kg, possédait une lampe en bois prolongée par une tige en fer souple, terminée par une pointe pyramidale. Lorsqu'elle frappait un bouclier ou une cuirasse, la tige se tordait ou se brisait, rendant l'arme inutilisable par l'ennemi et déséquilibrant sa défense. Flavius Vegetius Renatus, dans son traité de Re Militari, décrit le pilum comme capable de transpercer les protections les plus solides avec une force déconcertante. Certaines variantes comportaient des renforts métalliques ou des sphères sous la pointe, probablement destinées à augmenter la puissance d'impact. Les fouilles archéologiques ont révélé une grande diversité de modèles, suggérant des ajustements selon les terrains, les légions ou les périodes. Ensemble, le gladius et le pilum incarnaient l'efficacité méthodique de Rome, une mécanique de guerre où chaque arme était pensée pour frapper vite, fort et avec une précision implacable. Le pilum, javeline emblématique du légionnaire romain, était conçu pour se tordre à l'impact, rendant le bouclier ennemi inutilisable et l'arme impossible à réutiliser. Des variantes retrouvées en Angleterre, Allemagne et Israël montrent des différences de conception, alimentant les débats sur sa fonction exacte, erreur de design devenue avantage tactique ou intention délibérée. Certains modèles servaient aussi d'armes de mêlée ou de barrières anti-cavalerie, plantées pour transpercer les chevaux lors des charges. Face à cette puissance offensive, le scutum offrait une défense robuste. Ce bouclier convexe, décrit par Polybe, mesurait environ 1,2 m, renforcé par un bossage central et des bordures métalliques.
Contrairement aux clichés, ses formes et motifs variaient selon les légions. Ovales, hexagonaux, peints d'aigle, de dieu ou de symboles d'unité. Le pugio, poignard court de secours, complétait l'arsenal du soldat. Mais la véritable force de Rome résidait dans ses légionnaires, recrutés dès 17 ans, entraînés à marcher 20 km en 5 heures avec 30 kg d'équipement, à manier des armes 2 fois plus lourdes que les vraies, et à combattre en cohorte comme en unité autonome. Une discipline de fer pour une machine de guerre humaine. Pendant 4 mois d'entraînement intensif, les recrues romaines étaient soumises à une discipline implacable. Ce n'était pas une initiation douce, mais une refonte complète de l'individu. Marche longue sous le poids de l'équipement, exercice de résistance, maniement d'armes factices plus lourdes que les véritables, tout cela pour forger des corps endurcis et des esprits obéissants. À l'issue de cette formation, le soldat n'était plus un jeune homme, il était devenu un rouage dans la machine militaire la plus redoutée du monde antique. Sur le champ de bataille, la légion se déployait en blocs mobiles, organisés selon une structure en damier qui permettait à la fois souplesse et cohésion. Chaque unité, dirigée par des officiers aguerris, avançait avec méthode. Les premières lignes lançaient leurs projectiles pour briser l'élan adverse, puis progressaient en formation serrée, parfois protégée par une muraille de boucliers levés. L'approche était calculée, presque géométrique. Lorsque la distance se réduisait à quelques pas, les soldats passaient à l'arme blanche. Le bouclier servait à heurter, à repousser, à créer une ouverture. La lame courte, maniée avec précision, frappait là où l'armure faiblissait. Ce n'était pas un duel chevaleresque, c'était un enchaînement de gestes appris, répétés, perfectionnés. Et si le glaive tombait ou devenait inutilisable, le poignard de secours prenait le relais, glissé dans les interstices de l'armure ennemie, dans un dernier acte de survie. La bataille romaine n'était ni noble ni chaotique, elle était froide, méthodique et terriblement humaine dans sa brutalité. Ainsi s'écrivait la puissance romaine, non pas dans les marbres des forums ou les discours des sénateurs, mais dans la sueur, le sang et la discipline des légionnaires. Chaque arme, chaque formation, chaque geste sur le champ de bataille était le fruit d'un système pensé pour durer, pour conquérir, pour imposer. Rome n'a pas bâti un empire par hasard. Elle l'a façonné, soldat par soldat, lame par lame, dans une mécanique de guerre où l'individu devenait instrument, et la victoire, une habitude. Mais derrière cette efficacité se cachait une vérité plus profonde, celle d'hommes ordinaires, formés à l'extraordinaire, porteurs d'un héritage qui dépasse les siècles. Car si les armes se sont tues, les récits, eux, résonnent encore, dans les ruines, les textes et les mémoires. Rome n'était pas seulement une civilisation, c'était une volonté, une structure, une histoire gravée dans le fer.